Grâce à un partenariat entre l'association jeunesse congolaise engagée pour la croissance économique et la congolaise agricole, 300 jeunes de Pointe-Noire et du Kwilu vont bénéficier pendant 10 jours d'une formation qualifiante en maraîchage et cultures diverses. Ce dans le cadre du projet Kokunda Kolia Kotonga Ekolo. Kokunda, Kolia, Kotonga Ekolo, ces trois mots ne sont pas un slogan. Kokunda, c'est retourner à la terre pour planter. Kolia, c'est se nourrir. Kotonga Ekolo, c'est reconstruire notre environnement, notre économie et notre dignité. C'est une réponse directe au chômage des jeunes. Ce projet vise un objectif bien précis. Notre objectif ici, c'est de faire de sorte que la formation professionnelle et qualifiante puisse atteindre un niveau où les agriculteurs vont commencer à mieux produire pour mieux vendre. Et nous allons faire cette formation pendant 10 jours. 10 jours et après ces 10 jours nous allons les incuber. Après les incubations nous allons tout faire pour les placer au niveau des terres et autres pour ceux qui n'en ont pas, afin que ces personnes puissent commencer à produire petit à petit. Et nous allons aussi les aider encore une fois de plus dans la commercialisation des produits agricoles, parce que beaucoup produisent mais ne savent pas comment vendre. Et nous allons les aider grâce à ce projet Kokunda Kolia Kotonga Ekolo à combler toute la chaîne. Donc, après l'incubation, nous allons donc, comme j'ai dit, récupérer la production et pour les aider à commercialiser. Le choix de Pointe-Noire et du Kwilu n'est pas anodin, à en croire la coordonnatrice manager du projet. Pointe-Noire-Kwilu est une terre très ouverte pour la commercialisation. Et aussi au niveau du Kwilu, nous avons en tout cas des terres qui sont très fertiles, que nous avons su analyser et puis aussi avoir eu des résultats. Et si nous avons choisi Pointe-Noire, parce qu'au niveau de Pointe-Noire, nous avons déjà un pays qui est stratégique pour pouvoir commercialiser cette production agricole qui, à l'avenir, après l'incubation des jeunes, nous allons avoir des récoltes. L'Agence congolaise pour la création des entreprises ACPCE est prête à jouer sa partition dans l'accompagnement des ambassadeurs de la terre. L'Agence congolaise pour la création des entreprises vous attend. Formez-vous, soyez assidus. Après quoi, nous vous recevrons pour formaliser votre entreprise. Déjà, ceci nous permet de lutter contre la vie chère demain, de lutter et d'inverser la tendance, parce que nous sommes une économie extravertie, on ne vit que de l'importation. Deux, une fois qu'ils seront formalisés, on va les présenter dans le cadre de l'écosystème à l'agence de développement pour les coacher, pour monter leur business plan, et on les présentera au FIGA pour l'appui financier. Donc c'est des entreprises en devenir, et pour nous, ça rejoint le mot d'ordre lancé par le chef de l'État, un jeune, une entreprise. Après cette édition à Pointe-Noire et au Kwilu, le projet Kokunda Kolia Kotonga Ekolo mettra le cap sur 4 autres localités du pays. C'est un chef-d'œuvre cinématographique à glacer le sang que le public ponténégrin a savouré dans la soirée du samedi 27 décembre 2025. Traque la vengeance de Patricia, quand l'innocence paye le prix du sang. Long métrage de 84 minutes a été réalisé par Bartel Panzou. L'avant-première officielle de ce thriller psychologique et horrifique a réuni autorités et férus du 7e art. Traque la vengeance de Patricia table exclusivement sur les violences faites aux femmes et la délinquance juvénile. C'est l'histoire d'une jeune dame qui revient se venger après avoir été abusée, maltraitée, après avoir subi plusieurs violences. Et nous, à travers cette œuvre, nous avons voulu vulgariser, montrer un peu de part et d'autre ce que certaines femmes vivent au quotidien. Et à travers ce projet, nous mettons en avant ce côté-là de délinquance juvénile et nous mettons aussi en lumière ces violences faites aux femmes. Par cette œuvre, Bartel Panzou appelle au respect des droits des femmes. Aujourd'hui, on a assisté à l'avant-première de TRAC. C'est ce qui était très important. On a fait une avant-première. Après, dans quelques mois, le film sera remis aux distributeurs afin que ce film-là soit vraiment vulgarisé.
Choisir Pointe-Noire comme berceau de projection de ce film, les autorités locales, notamment le président de la chambre consulaire et le directeur départemental de la jeunesse, ont salué cette marque de considération et promis d'accompagner le réalisateur. Pour sa part, la chambre consulaire de Pointe-Noire restera attentive aux progrès de notre cinéma. Des progrès qui portent en germe l'affirmation d'un secteur économique. À la mesure de nos modestes ressources, nous ne ménagerons pas notre soutien quand il s'agira par exemple de mobiliser les entreprises, de concéder un espace pour la communication, de se faire l'ambassadeur d'une cause. Il vous a plu de projeter ce chef-d'œuvre cinématographique réalisé par un chevronné et outillé réalisateur, permettez-moi le terme, Bartel Ponzou, dans notre département de Pointe-Noire avant les 14 autres du pays. Cela montre combien vous et vos équipes portez les jeunes de ce coin de la République du Congo à cœur. Traque la vengeance de Patricia épouse l'assentiment du grand public. Ce soir, je suis très fière d'être congolaise déjà, parce que c'est un chef-d'œuvre avec les moyens de bord tels que ça nous a été présenté. Ça a été un magnifique moment et un très bon film. Alors je suis fière qu'on ait ce type de chef-d'œuvre donc fait de bout en bout par des Congolais. Et vraiment, c'était un moment délicieux, c'était un moment inspiré avec tous les thèmes qui ont été développés dans ce film. Et j'ai passé une excellente soirée. Les impressions, c'est les impressions un peu de satisfaction pour notre cinématographie congolaise notamment, parce que nous, lorsque nous grandissions, nous avions quand même quelques cinéastes qui nous ont un peu émerveillés, mais depuis un certain temps, on a senti comme si le cinéma était en hibernation. Donc là, avec la traque qu'on vient de voir, La vengeance de Patricia, c'est vraiment une inspiration par rapport au réalisateur qui touche en même temps du vécu un peu social, au-delà un peu des conséquences métaphysiques, comme on peut le dire. Somme toute, Traque la vengeance de Patricia est l'histoire d'une traque impeccable où l'on réalise que les vrais monstres sont parfois ceux que l'on a ignorés. Après Pointe-Noire, le cap sera mis sur Brazzaville. Pour le même exercice, s'en suivra la sortie officielle du film. La nouvelle équipe du syndicat des enseignants des écoles privées du Congo, SNEPCO, a été mise en place. En tête, Moulari Kaya Gildas, secrétaire exécutif national pour un mandat de 5 ans renouvelable. Cette équipe de 15 membres a pour mission de revitaliser l'organisation syndicale et d'améliorer les conditions de travail des enseignants. Nous sommes un syndicat affilié à la centrale syndicale qu'on appelle la Confédération syndicale des travailleurs du Congo. Et donc, quand on a fait cette affiliation, il était question pour nous de pouvoir harmoniser nos textes par rapport aux textes de notre centrale. Donc nous avons fait ce travail et aujourd'hui nous avons donc eu l'occasion de présenter les résultats de nos recherches ou bien de notre labeur auprès des membres qui nous ont fait confiance, donc aux responsables de ces syndicats. Et entre-temps, nous avons traversé également une période de crise. L'Assemblée générale extraordinaire a pensé donc remettre sur pied des nouvelles instances pour que le syndicat puisse répartir sur de nouvelles bases. Le secrétaire exécutif national a rappelé les objectifs et les missions de ce nouveau bureau. Les missions qui lui sont attribuées, c'est donc tout faire pour défendre les droits et intérêts professionnels des enseignants des écoles privées de l'enseignement du Congo. Les participants espèrent à un changement positif et à une amélioration de leurs conditions de travail. Je m'attends à ce que les inégalités liées à nos droits puissent être arrangées, principalement nous les enseignants qui passons au secondaire. On voit souvent nos droits qui sont vraiment pris à la légère et qui nous sont mal payés. Donc nous attendons à ce que les syndicats puissent chercher à régler ces inégalités-là. Le SNEPCO a pour mission de défendre les droits et devoirs des enseignants évoluant dans le secteur privé. Le nouveau bureau exécutif national est déterminé à relever les défis et à optimiser la situation des enseignants des écoles privées du Congo.
Du 27 au 28 décembre, Brazzaville s'est transformée en un carrefour artistique à l'occasion du spectacle de la paix, un rendez-vous culturel placé sous le signe de l'unité et du vivre ensemble. L'événement a réuni plusieurs artistes congolais venus de divers horizons, parmi lesquels Jojo la légende et Kokoyaba Aigle, hôtes de cette grande rencontre culturelle. Dans une atmosphère chaleureuse et festive, humour, danse et comédie ont rythmé ces 2 journées de célébration, offrant au public des instants de joie, de détente et de communion. Le but de l'événement, c'est de montrer qu'ici nous avons aussi, parce qu'à l'époque, la République du Congo était souvent un peu négligée du point de vue artistique. Il y avait pas mal de gens qui étaient un peu complexés des autres et nous nous battons tous les jours, toujours, à organiser des événements pour montrer que nous sommes capables. En fait, le message que je passe, comme vous voyez même le thème, c'est rien que la paix. Tout ce que je cherchais, c'est la paix. C'est de montrer vraiment le quotidien d'une personne. Tu habites dans une maison où le logeur t'harcèle. Tu habites dans une maison où tu as une femme qui a des enfants à l'extérieur. Tu habites dans une maison où ton ex part. Tu habites dans une maison où tu reçois des amis qui viennent de tout genre et tout. Donc, c'est ça le message. Une programmation riche qui a su séduire des spectateurs venus nombreux, sensibles à la force des messages portés par les artistes. Non mais Jojo, merci. Merci déjà pour ce spectacle et merci pour la bravoure, pour ce courage. C'est quand même le palais des congrès, c'est pas facile à affronter. Tu l'as fait, tu as osé. Que Dieu t'inspire encore, que Dieu te propulse encore. Je suis très ravie de participer. En tout cas, j'ai retenu beaucoup de leçons. Non seulement il y a eu l'éducation au niveau des jeunes, au niveau des mamans aussi. Les jeunes doivent bien se comporter, que les jeunes ne voient pas aujourd'hui, mais qu'ils voient demain. Au-delà de la scène, le spectacle de la paix s'est également voulu un espace de réflexion. Un forum d'échange a ainsi permis d'aborder des thématiques liées à la responsabilité sociale de la jeunesse et à son rôle dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Alors, l'objectif de la cérémonie que nous avons bouclée, qui a bel et bien commencé hier, le 27, que nous bouclons aujourd'hui, le 28 décembre, était toujours dans le cadre de la sensibilisation et la conscientisation des jeunes sur la délinquance juvénile. Et nous avons créé une édition spéciale que nous avons intitulée « Jeunesse, paix et sécurité ». Et donc, le spectacle est nommé Spectacle de la paix. Le challenge, c'est de rehausser ces artistes-là. Aujourd'hui, la culture est développée, est avancée et même évoluée dans d'autres pays. Et nous sommes aussi prêts à faire rehausser cette culture au niveau des comédiens. Donc nous demandons à ce que ces comédiens-là qui continuent à travailler, parce que nous les utilisons pour permettre à ce qu'ils puissent donner le message et nous pensons que nous allons les utiliser tout au long de ce projet de la lutte contre la délinquance juvénile. À travers la créativité artistique et la parole engagée, le spectacle de la paix confirme que la culture demeure un puissant vecteur de sensibilisation et de rassemblement. Un message fort, porté par l'art, rappelant que la paix se construit aussi sur scène, dans les esprits et au cœur des communautés. À Château-d'Ongongoni, les populations ne vont plus se tracasser pour les questions d'eau potable. Ce grâce à la fontaine d'eau publique érigée par le député de la 3e circonscription électorale de Makelekele. Alban Kaki place son action sous le signe de rapprochement des habitants de cette zone de la ville. C'était pour l'inauguration d'une fontaine d'eau publique, voilà, pour le projet qui nous tient à cœur, qui s'appelle Eau au quotidien, qui permet de permettre à des populations qui sont dans des zones assez difficiles de pouvoir d'avoir accès à l'eau de façon durable, de l'eau potable de façon durable. Souvent confrontés à des pénuries à répétition d'eau, les bénéficiaires voient en cette action la réponse à une situation qui a duré plusieurs années et nombreux ne le cachent pas. Nous voulons remercier l'honorable Alban Kaki pour ce beau geste qu'il nous a mis ici parce que dans notre zone, nous avons des difficultés à avoir de l'eau. Nous faisons des fois 1 mois, 3 semaines sans avoir cours à l'eau. Donc, ce forage qu'il nous a mis là nous permet de pouvoir avoir de l'eau. Et puis, c'est de l'eau qu'on peut boire aussi, consommer, sans avoir aucun problème de santé. En érigeant cette fontaine d'eau publique, Alban Kaki répond surtout à une préoccupation sans issue ayant suscité à plusieurs reprises la déception des uns et des autres, notamment celle des chefs de quartier, lesquels expriment aujourd'hui leur gratitude aux donateurs. Ce qu'il a fait là, vraiment, c'est une grande première dans ma zone. Vraiment, il faut que Dieu l'accompagne.
dans tous ces projets qu'il est en train de réaliser dans la circonscription numéro 3. Donc je suis très ravi, très satisfait maintenant. La mise en service de ce dispositif est la matérialisation du projet Eau au quotidien, initiative personnelle de l'élu de Makelekele 3, visant à offrir un accès équitable à l'eau potable à ces mondes. Si l'eau sortait tout le temps, on ne l'aurait pas fait. Nous faisons une analyse auparavant, nous regardons les zones dans lesquelles l'eau ne sort pas régulièrement, où les gens ont des grandes pénuries, et pour pouvoir leur empêcher effectivement d'aller dans des zones où il y a d'autres points d'eau. C'est pour ça qu'on l'a fait. Alban Kaki n'entend donc pas s'arrêter là. Il annonce poursuivre son engagement communautaire afin que personne ne soit laissé pour compte. Aujourd'hui, nous allons commencer par la zone 4-5 de Ngangoni et le projet après va s'étendre au niveau de tous les quartiers de Diata et régulièrement nous ferons zone après zone en ayant bien auparavant identifié les problématiques. Parce qu'au niveau de notre parti Action Permanente pour le Congo, l'homme est au centre de nos actions. C'est pourquoi régulièrement, que ce soit dans l'éducation, dans la formation, dans l'assainissement, dans les infrastructures, on essaie de pouvoir répondre à ces besoins. Et là, c'est un projet qui nous tient à cœur, qui s'appelle, comme nous dit, Eau au quotidien. Et ça, c'est la première étape. Le député Alban Kaki place ce nouveau programme sous la bannière de sa famille politique Action Permanente pour le Congo, parti de la majorité présidentielle au sein duquel l'homme est prioritaire. Je déclare clos les travaux de relecture du guide national des bonnes pratiques. La République du Congo et le Programme des Nations Unies pour le développement, avec le soutien financier du Fonds mondial, s'engagent à promouvoir une politique stratégique visant à sécuriser le pôle médicaments. Après une relecture approfondie, les deux parties ont procédé à la validation du guide national, réactualisé des bonnes pratiques de vigilance liées aux médicaments et autres produits de santé. Ce document servira de référence pour améliorer les maillons de la chaîne d'approvisionnement des produits dans le pays et prévenir tout risque. Parmi les recommandations qui en découlent, une campagne de sensibilisation sur les méthodes de prescription des médicaments sous le label de pharmacovigilance est prévue. La pharmacovigilance est une fonction réglementaire qui vise à surveiller le comportement des médicaments quand ils sont mis sur le marché. Savoir si dans la population, ces médicaments ont tendance à susciter des événements indésirables. La nécessité d'avoir un guide, c'est pour encadrer toutes les actions de pharmacovigilance qui doivent être prises en lien avec les médicaments et les autres produits de santé. Comme je l'ai dit, la pharmacovigilance, qui est la vigilance en lien avec les médicaments et autres produits de santé, s'inscrit dans un certain cadre. Et donc, il était important d'élaborer ce document pour définir comment est-ce que les professionnels de santé allaient exercer leurs activités dans le cadre du suivi des éventuels effets indésirables. Les médicaments et autres produits de santé représentent un enjeu majeur pour le système de santé. Il est donc impératif de mettre en place de nouvelles approches de vigilance susceptibles de rendre plus efficace et efficient le processus. Nous en sortons très satisfaits et nous pensons dans les jours à venir en faire la vulgarisation de ce guide pour que tous les prescripteurs soient détenteurs de ce guide et que nous puissions faire la surveillance sur les événements qui peuvent apparaître lorsque on a pris un médicament, un antibiotique, ce qui va survenir. Ceci, c'est pour le bien non seulement de l'utilisateur de l'antibiotique, mais également du fabricant qui déjà nous avertit quand on achète un antibiotique qu'il y a des effets indésirables qui peuvent se produire et quand il se produit, les notifier pour qu'ils puissent améliorer la fabrication de leurs médicaments et c'est pour le bien des populations. Avec ce guide, la République du Congo, avec l'appui du PNUD et le financement du Fonds mondial, se dote d'un arsenal répondant aux urgences du secteur de la santé en ce qui concerne les médicaments. De remerciements d'avoir pu permettre au PNUD d'accompagner le ministère de la Santé dans l'élaboration, surtout la validation de ce guide national des bonnes pratiques de vigilance liées aux médicaments et autres produits de santé.
et nous formulons le vœu que ce guide puisse être un puissant support pour le ministère de la Santé, déjà dans le cadre des alertes, mais aussi pour la prise en charge des différents événements liés aux médicaments et aux produits de santé. Le ministère de la Santé et de la Population voit ainsi sa stratégie de développement du système de santé renforcée en complément des stratégies déjà mises en place. Ce guide sera diffusé dans tous les établissements sanitaires. 89 opérateurs économiques, comprenant des commerçants, artisans, éleveurs et agriculteurs de Lwingui, dans le département du Poul, ont bénéficié des crédits du programme de financement Colissa, déployé par le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites et moyennes entreprises, FIGA, en présence des ministres des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat et de l'économie forestière. Une enveloppe de plus de 19 millions de francs CFA a été débloquée pour soutenir le développement et la structuration de leurs activités. Ce matin, ce sont 89 promoteurs qui rejoignent officiellement le programme Colissa pour un montant total validé de 19 572 000 à l'issue d'un processus d'identification et de validation conduit par notre direction départementale du Poul, mobilisée depuis plusieurs années. En effet, le dispositif Colissa est l'un des instruments phares du FIGA, conçu pour faciliter l'accès au financement à travers un mécanisme de garantie simple, rapide et sécurisé. L'octroi de ces crédits s'inscrit dans le cadre de la stratégie du FIGA visant à impulser le développement local à travers le soutien aux initiatives économiques. Cette démarche vise à répondre aux besoins de financement des acteurs économiques qui sont souvent confrontés à des difficultés d'accès aux ressources financières adaptées. La Caisse d'appui au développement communautaire sera chargée d'assurer l'accompagnement technique des bénéficiaires. Soyez rassurés que nous naviguerons conformément aux clauses prescrites afin que nous arrivions à bon port. Aussi, l'écosystème mis en place par vos soins, en tête le FIGA, demeure notre structure pour notre satisfaction mutuelle. À Lwingui, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, concrétise sa volonté d'accélérer la croissance des initiatives locales, conformément à l'engagement du président de la République, Denis Sassou Nguesso, de créer un environnement propice à l'auto-emploi. La coopérative Tata Makambu Alfred Neguzwa somme ya 750 000 francs samna kisalu ya coopérative yandi. Mapoko samna yandi. Ici, il faut rappeler que dans le département du Poul, nous avons prévu faire donc Mindouli, Lumo, Lwingui, Kinkala. Après Lwingui, nous allons à Kinkala. Et nous comptons continuer cette activité et toucher d'autres districts. Le but, c'est d'atteindre près de 1000 bénéficiaires dans le département. Au jour d'aujourd'hui, l'accompagnement du FIGA dans le département du Poul concerne depuis le début de l'année, 2828 femmes et 1386 hommes, soit 4419 personnes, ont reçu des accompagnements du FIGA. Le département du Poul et les localités que nous avons déjà traversées sont des bassins de production. Les gens travaillent, les gens cultivent la terre, les gens font de l'élevage, le commerce, le transport. Et c'est pour cela que le président de la République nous a demandé de venir encourager ceux qui travaillent. Il faut pas payer ça bas au maboko, il faut que FIGA paye ça bas au maboko, banatina ba ou yina kesa la que babisa la ba ou pe d'alia kana zulu facile avec. Le déploiement du programme Colissa du FIGA se poursuit à l'échelle nationale, avec pour objectif de promouvoir l'émergence d'une économie dynamique et diversifiée, capable de générer des emplois et de réduire la pauvreté. Dès l'entrée des jardins de Bensi, un dispositif de sécurité rigoureux est déployé. Chaque personne est soumise à un contrôle minutieux destiné à prévenir toute tentative de perturbation du bon déroulement du 6e congrès ordinaire du PCT.
Nul n'échappe à cette vigilance, saluée par les congressistes qui se succèdent aux différents points de filtrage. En tout cas, les dispositions sécuritaires sont au beau fixe, c'est-à-dire qu'à la dimension de nos attentes. J'ai été fouillé de fond en comble pour tout juste sécuriser l'intérieur. Tout le monde le dit, c'est le meilleur congrès, mieux sécurisé, tout est bien. Même mon parfum qu'on a retiré là, et pourtant c'est un parfum en plastique, mais puisque c'est interdit. Ils ont pris et on ne fait pas de débat pour ça. L'aspect sécuritaire, rien à signaler, ils ont mis le paquet et on constate que le travail se passe normalement. Pour la présidente de la commission sécurité et défense, ce climat serait le fruit d'une préparation méthodique et anticipée. C'est une lourde responsabilité. On nous a désignés pour assurer la sécurité du congrès. Il n'y a pas un secret particulier. Le problème, c'est que nous nous sommes préparés depuis très longtemps. Et vous-même, vous constatez, je pense que les choses se passent très bien. Nous avons conclu la journée avec 0 incident. C'est déjà une petite victoire. Nous œuvrons pour que les choses continuent ainsi à la clôture. À ce jour, aucun individu suspect n'a été signalé, encore moins un cas de vol. Destinée Hermila Doukaga rassure l'ensemble des congressistes quant à la sécurisation optimale du site jusqu'au terme des travaux. Il n'y a pas à s'inquiéter, tout le monde est en sécurité, il n'y aura pas de disparition des biens. Vous savez, il nous est même arrivé de ramasser des badges des congressistes. Il y a eu des congressistes qui ont perdu leur badge, mais la commission de sécurité est arrivée à les retrouver. Donc ici, c'est 0 fraude, 0 disparition. Vous avez vu à l'entrée, c'est vraiment 0 favoritisme. Donc il n'y a pas de complaisance. Il faut remplir les critères pour être ici, à savoir avoir son badge, avoir au moins son nom sur la liste d'investiture, ou bien avoir les autorisations. Sur le plan sanitaire, un dispositif adéquat est également en place afin de prendre en charge d'éventuels cas de malaise ou de maladie. Le premier jour, nous avons reçu 85 patients, hier 135. Nous avons également eu des patients qui ont dû être transférés dans des hôpitaux partenaires pour des problèmes de santé un peu plus graves. On n'a pas eu de complications graves ici parce qu'on a réagi suffisamment tôt. Nous avons des ambulances qui sont équipées pour pouvoir prendre en charge les cas très graves. Un numéro vert a été mis à la disposition des congressistes facilitant un contact permanent avec les équipes mobilisées. La prise en charge des congressistes, elle se fait 24 heures sur 24 pendant le séjour des congressistes ici, à condition qu'ils appellent le 999 qui est notre numéro vert. Aux côtés des commissions sécurité et santé, d'autres structures, notamment celles de la communication et du protocole, œuvrent à la réussite de l'événement. Tous les ingrédients semblent ainsi réunis pour faire de ce congrès un rendez-vous réussi à tous les niveaux. Les douanes américaines et la protection des frontières ont une mission presque impossible, essayer d'intercepter toutes les voitures volées qui quittent le pays. Ici, au port de Baltimore, les centaines de véhicules que les agents découvrent chaque année sont principalement destinés à une région particulière du monde, selon Adam Rothman du CBP. Je dirais que 90 à 95% des véhicules volés sont destinés à l'Afrique de l'Ouest. Selon Alex Piquero, professeur de criminologie à l'Université de Miami, le vol de voitures est un problème qui prend de l'ampleur aux États-Unis. Il y a des gens qui volent des voitures et des pièces détachées pour les vendre très rapidement sur les marchés locaux. Et puis il y a des gens qui volent littéralement des voitures, les mettent sur des conteneurs et les vendent, les expédient dans le monde entier, pas seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient et en Asie. Le CBP utilise des machines à rayons X géantes et mobiles pour scanner les conteneurs et décider de les ouvrir si elle les considère suspects. Le manifeste de ce conteneur ne mentionnait aucun véhicule, explique le directeur du CBP au port de Baltimore, M. Rothman. Le conteneur n'est censé contenir que des articles ménagers. Dans ce cas, il y a au moins 3, probablement 4 voitures dans ce conteneur. Cette Mercedes-Benz de 2021, d'une valeur de 48 000 $, a été achetée frauduleusement dans l'État de l'Ohio avec une identité volée. Elle a été interceptée ici, dans le Maryland, et devait être expédiée au Togo, pays d'Afrique de l'Ouest. Ce conteneur vient d'être ouvert aujourd'hui. Le véhicule au-dessus, la Honda, nous avons déjà vérifié grâce au numéro d'identification qu'il s'agit d'une voiture volée. Il y en a 2 autres à l'arrière. Les forces de l'ordre affirment que les criminels louent souvent des voitures pour une période de 30 jours, conduisent les véhicules directement dans un conteneur et collent un faux numéro d'identification du véhicule sur le vrai. La voiture ne sera pas déclarée volée avant 1 mois.
D'ici là, elle pourra déjà se trouver sur un navire en haute mer. L'équipe de M. Rothman espère intercepter ces voitures avant qu'elles ne prennent la mer. Nous avons remarqué que le chiffre sur le VIN ne correspond pas à ce qui est censé être sur un camion fort. Les autorités de certains pays d'Afrique collaborent désormais avec Interpol pour tenter de saisir les véhicules volés qui ont réussi à échapper au contrôle des ports américains. Mais cette coopération n'est pas systématique selon le professeur Piquero. Certains gouvernements sont plus gentils que d'autres et il n'est pas possible de fouiller tous les conteneurs. C'est pourquoi la sécurité dans les ports est si importante. Avec autant d'acheteurs à la recherche d'une voiture d'occasion, souvent sans poser de questions, il est peu probable que l'on assiste à un ralentissement du trafic mondial de véhicules volés.